Oui, mais alors, bouteille à moitié vide pour moi, parce que j'ai quand même la sensation, alors pas en remontant à 20 ans, mais en remontant plutôt à 40 ans, que autant au sortir, alors, même à 60 ans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout dans les années 60 et 70, les combats féministes étaient des combats. Ça veut dire qu'il y avait des adversaires en face Oui. qui voulaient les faire taire. Mais le combat en lui-même était reconnu comme légitime. Enfin, Oui, c'est vrai. les adversaires des féministes les combattaient, mais personne ne considérait que les féministes avaient tort de se battre pour ce pourquoi elles se battaient. Enfin, on était quand même aussi parfois ridiculisés. Hein. Oui, mais bien sûr. Mais oui, Mais je évidemment. comprends, ça n'enlève pas, voilà, mais pas c'est C'est vrai. le féminisme n'était pas honteux, j'ai l'impression. Même s'il était combattu, encore une fois. Ceux qui le combattaient traitaient les femmes d'hystériques, de mal baisées, de ci, de ça. Enfin bon, ça on connaît et ça n'a pas beaucoup changé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un combat qui était considéré quand même, je pense, hein, mais je peux me tromper. Moi, je dirais le j'étais bébé. contraire. Moi, je dirais le contraire. Je dirais qu'aujourd'hui, si une jeune femme dit qu'elle est féministe, ses copains. Moi, il m'est arrivé, je me souviens, dans cette époque-là, passer des soirées mixtes comme ça où tout le monde tapait sur les filles du mouvement, des femmes, etc., etc. Puis moi, j'arrivais toujours à 11h15 ou à minuit. Bon, attendez, là, vous en aviez une autour de la table, quoi. Et donc, je me souviens de situations Oui, comme mais ça. ce que je veux dire, Tandis qu'aujourd'hui, les filles, elles peuvent arriver à table Oui. et être une féministe parmi d'autres. Oui, mais justement, ce que je veux dire, c'est que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, le mot féminisme est devenu un mot du langage courant. Le féminisme n'est pas honteux, même si bon, certains considèrent que... Enfin, j'adore les femmes qui disent « mais moi je ne suis pas féministe hein. » Oui. Mais ça, comme si c'était une maladie honteuse. C'est trop tard, c'est faux, ça ne plus dire, oui, c'est trop tard maintenant. Mais ce qu'on entend aujourd'hui, et je pense qu'on l'entendait moins à l'époque, c'est... Mais en fait, ces questions-là sont dépassées. Vous avez déjà les droits. De quoi on parle encore aujourd'hui? Alors que, les droits acquis, effectivement, peuvent être remis en cause en permanence, et ils le sont, et deux, il reste d'autres droits à conquérir. Oui. Mais aujourd'hui, quand on dit « je suis féministe », on dit « mais à quoi ça sert ?» Parce que finalement, tout a été fait, alors que c'est faux. Alors, j'ai envie de dire peut-être deux choses. D'une part, quelque chose d'un peu étrange, c'est que... cette description, je peux l'inverser dans la temporalité, c'est ce que j'ai dit juste avant. Donc, est-ce que c'est des moments ou des espaces où on pense les choses dans un sens ou dans l'autre? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur la question des droits. Ce qui est très clair, je crois, c'est que le cycle d'obtention des droits, je parle là de la France, de l'Occident et encore plus précisément de la France, après la Révolution française, on va avoir 2 siècles d'accès à des droits, c'est-à-dire de bataille pour les obtenir. Hein, on n'est pas François Mauriac qui dit que tout a été donné et que rien n'a été conquis. Hein, on l'a lu. Mais donc il y a 2 siècles où on va conquérir les droits civils, les droits politiques, puis les droits familiaux. Et à la fin du XXe siècle, on assiste quand même à ce que redoutait Rousseau, à cette entrée de l'égalité des sexes à l'intérieur de la famille. Transmission des noms, partage des autorités parentales, etc., etc. Et la question des droits, elle peut continuer, on peut continuer à acquérir des droits, mais ce qui est très clair, c'est que depuis 10 ans, on se dit, on a les droits, mais les droits, ça ne fait pas le réel. Donc, et c'est pour ça qu'on s'occupe tellement, et j'ai pas mal critiqué la chose depuis, on s'occupe tellement des images qu'on voudrait déconstruire, transformer, etc. Parce qu'en fait, il y a encore du côté de la fiscalité des choses à voir. Il y a encore des choses à voir, on ne peut pas dire que c'est parfait, et il faut certainement encore... Sur l'égalité au travail, par exemple. Sur l'égalité au travail aussi. Mais les énoncés de principe sont là, et surtout depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Et notamment aussi à travers l'Europe, d'ailleurs, c'est pas négligeable. Mais les citoyennetés ont été obtenues, ça c'était national, et sur la question de l'égalité professionnelle, c'est venu plutôt à travers les institutions européennes et la comparaison entre les pays, plus des directives qui se sont succédées à rythme assez régulier. Mais une fois qu'on a les droits, tout le monde a appris à l'école que c'est pas ça qui transforme la réalité. Donc nous nous trouvons, on a dit au XXIe siècle, dans cette nouvelle phase, d'où ce qui fait que certaines s'accrochent beaucoup à la question des images, pensant que maintenant il faut changer les images puisque c'est plus la question du droit qui est le problème, et que ce qui permettra peut-être d'appliquer les lois,
c'est que les images changent. Tout le monde ne pense pas comme ça. Et pour ma part, moi, c'est ça que j'ai critiqué dans les excès du genre, c'était ça. C'était le fait qu'il ne fallait pas croire que la solution serait désormais l'attaque des images, après qu'on se soit battu pour obtenir des lois. Maintenant, donc moi Ça peut être une partie de la solution. C'est un des éléments. Alors, c'est pas ça, oui, on pourrait rediscuter toute cette histoire. Mais c'était juste pour pointer le fait que c'est moins tant la lutte pour les droits aujourd'hui qui va nous occuper que de savoir. C'est pour ça qu'il y a une telle place qui est donnée à la question de la violence contre les femmes. Cette place est donnée parce qu'un espace a été libéré pour qu'on puisse... Parce que ce n'est pas de l'ordre du droit, bien sûr, on peut dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Mais c'est surtout de l'ordre d'une prise en charge de la société, du politique, au sens large, de savoir ce que c'est que les violences. Et ça vient parce que quelque chose est il faut entendre achever, ça ne veut pas dire réaliser, avec le cycle des droits qui avait commencé avec la modernité. Alors, et ce n'est pas le cas dans le monde entier. Mais on va pas dire il nous manque telle loi. On s'est beaucoup battu. Moi, par exemple, ma génération de mères, il y avait un certain nombre de droits qui n'existaient pas dans la famille, dans le rapport aux hommes, etc., etc. Bon, ça, on peut dire que c'est relativement avancé aujourd'hui. Donc, c'est aussi pour ça sans doute que la question de la maternité ou de la reproduction ou de la fertilité, on l'appellera comme on veut, devient très importante parce que on est là peut-être dans un droit, alors à la PMA, etc., mais on n'est plus dans le droit d'égalité là. C'est d'autres choses dont il s'agit. Et c'est très très compliqué. Mais c'est pour ça que justement je considère que la question du féminisme, c'est le combat pour les droits de tous les groupes considérés comme minoritaires, parce que les femmes sont majoritaires numériquement, et pour le respect de ces droits-là. Bon, moi, pour moi, les luttes des homosexuels, femmes ou hommes, aujourd'hui, pour que leurs droits soient reconnus et soient pleinement exercés, c'est une lutte qui est totalement dans l'esprit et dans la filiation de la lutte pour les droits des femmes. Je veux dire aussi la question qu'on n'évitera pas de la décolonisation du féminisme aussi, bien sûr. Non, mais c'est pour ça qu'on n'est plus dans les affaires de droit. Et ça serait peut-être, on pourrait le trouver positif. Oui. C'est-à-dire qu'on ouvre toutes les questions. Bon, bien sûr, la question des violences, on s'en occupait déjà, bien sûr. Mais là, on rentre peut-être dans une époque où on ne va plus être dispersé ou trop occupé pour obtenir encore quelque chose de l'ordre de l'égalité. Oui, mais je sais pas. Je suis d'accord, mais en même temps, moi, je vois la chose de façon, encore une fois, plus totale et plus globale. En reprenant d'ailleurs votre propos de tout à l'heure, quand vous disiez, mais aujourd'hui dans les programmes des candidats, il n'y a aucune lecture transversale. Les femmes sont une sous-catégorie. Et là, c'est pareil. Moi, je pense que dans la question du féminisme aujourd'hui, telle qu'elle se pose dans nos pays, où certains droits ont été acquis, évidemment, eh bien, il y a une lutte pour la transformation de la société de façon transversale et qui soit moins concentrée sur la catégorie des femmes en elles-mêmes, puisque de toute façon, même cette catégorisation change, puisque aujourd'hui les transgenres manifestent pour leurs droits. Effectivement, le couple aujourd'hui, la famille a complètement changé. Ça peut être un couple de femmes, ça peut être un couple d'hommes qui élèvent des enfants. L'adoption plénière a été mise dans la loi, dans la loi Taubira pour des couples de même sexe, même si elle est remise en cause par des candidats à la présidentielle aujourd'hui. Donc tout cela est en train de changer et la société avance souvent plus vite que le politique. Toujours. Et donc, moi, je crois qu'il faut continuer de se battre pour que ces droits-là existent pour tous. Alors, c'est très important, la discussion qu'on est en train d'avoir, parce que je vous suis complètement en matière de droit et je n'ai pas dit qu'il n'y avait plus rien à faire du côté des droits. Mais ce qui m'anime ou qui m'obsède, je ne sais pas ce qu'il faut dire, depuis très longtemps, c'est de trouver les questions. C'est pour ça que j'avais commencé sur la question de comment l'influence a été théorisée depuis 500 ans et peut-être plus, parce que ce n'était pas juste la catégorie, c'est la question qui est posée.
Par exemple, quand j'avais fait cette distinction entre gouverner et représenter pour réfléchir à la notion de parité, c'est parce que je voulais pas seulement dire il manque des femmes dans le corps politique, il manque des femmes au niveau des pouvoirs politiques, mais c'est qu'est-ce que gouverner, qu'est-ce que représenter, est-ce que c'est plus facile de nommer des femmes au gouvernement qu'elles obtiennent des investitures pour représenter une portion de la nation, etc. Donc je reprends cet exemple qui est simple et je crois un peu lumineux, qui est que ce que je cherche pour faire de la transversalité à ma façon, c'est de me promener avec des problèmes politiques qui vont obliger les sexes à se resituer, ou bien à ne pas considérer qu'il y a sexuation, ou bien à considérer qu'il y a, mais que les choses se resituent par rapport à des questions posées. Sur la question serait peut-être qu'est-ce que le souverain présidentiel aujourd'hui, ou des choses comme ça, et où on peut remettre la question de la sexuation du monde, je mets des guillemets, parce que à ce moment-là, c'est le problème qui compte et non plus la catégorie. Voilà, c'est un petit peu... Oui, je ne dis pas, mais c'est important pour moi parce que c'est ma façon de pouvoir circuler, et peut-être même circuler en dehors de mon pays ou en dehors de ma région du monde. Par exemple, quand j'avais travaillé sur la question du service domestique, la question n'était pas de savoir si c'était un problème, comment se fait la hiérarchie des femmes dans une société développée, c'est que ça concerne l'ensemble des sociétés et qu'on peut voir que cette difficulté à sortir d'une hiérarchie féminine à l'intérieur de la question de service va toucher toutes les sociétés du monde avec des ressemblances et des différences. Donc c'est une façon pour moi de sortir aussi de mon enracinement occidental, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Mais en allant chercher des problèmes, ça nous permet de circuler plus facilement. Qu'est-ce qu'effectivement ces femmes légitimes, par exemple, dont nous parlions tout à l'heure, que ce soit Marine Le Pen, Nathalie, ou même ce qu'avait fait Ségolène Royal, je connais exprès les trois, il y a eu d'autres femmes qui ont été légitimées par des biais semblables dans d'autres parties du monde. Donc la question serait non pas qu'est-ce qu'une femme dans le politique, mais qu'est-ce que la légitimité, et d'essayer de trouver finalement des thématiques théoriques, philosophiques et autres qui permettent de circuler dans les catégories, que ce soit les homosexuels, les trans, les femmes, les hommes, les pères, les mères, et les sœurs et les frères aussi. Mais voilà, je sais pas. Questions qui peuvent paraître anecdotiques, mais justement toujours en matière de transversalité. Bon, on a parlé de la PMA, on pourrait parler de la GPA, je ne sais pas quel est votre avis sur cette question. Moi, j'ai tendance à être un peu ambivalente, puisque d'une part, je condamne totalement la prostitution et je pense qu'il faut pénaliser les clients, qu'il faut interdire la prostitution, abolir totalement le commerce du corps. Même si on m'explique que je suis une féministe archaïque en disant ça, parce qu'il y a des femmes qui vendent leur corps de façon tout à fait éclairée, volontaire et indépendante. J'ai un peu de mal à croire que ça se fasse aussi simplement pour elles. Mais sur la GPA, évidemment, je suis choquée à l'idée que des femmes européennes fortunées puissent profiter de l'infortune de femmes du tiers-monde et louer leur ventre. Mais j'imagine que dans nos sociétés développées et évoluées, on peut créer un espace pour une GPA altruiste qui soit... Il y a peut-être quelque chose à trouver. Moi, la seule chose que je puisse proposer, en dehors du fait, par exemple, que je sais m'être engagée pour que les enfants soient reconnus en France, la GPA, etc., mais que ce soit la prostitution, le foulard ou la GPA, j'ai une question préliminaire ou fondamentale, philosophique, qui est qu'il y a des continuums dans la société. Ce que depuis Mary Wollstonecraft, on peut penser, parce et Charles Fourier avait fait pareil aussi, où s'arrête la prostitution, où commence-t-elle, où finit-elle. Donc l'idée du continuum, c'est comme le continuum des violences aussi d'ailleurs. Donc ce que je proposerais à mon niveau, petit ou grand, j'en sais rien, c'est qu'on réfléchisse à là où ça fait continuité, plutôt que de faire des
des domaines qui sont séparés du reste. Que ce soit la prostitution, que ce soit le foulard ou que ce soit la GPA, cette question doit être posée pour moi. Parce que même la GPA, on sait très bien qu'il y a des femmes qui ont fait des enfants pour les autres et sans la technique et la science que nous disposons aujourd'hui. Donc pour moi, le continuum, qui n'est pas l'idée qu'il faut penser comme un tout et que si on le sépare, on se condamne déjà à s'enfermer dans une alternative dont on va avoir du mal à sortir. Ça ne donne pas les solutions, ça ne donne pas les engagements. J'en suis consciente. Mais j'ai le droit de dire stop, on réfléchit. Et c'est vrai que sur la prostitution, moi, la question pour moi n'était pas de je consens, donc pas de problème. J'ai donc fait un livre là-dessus, précisément pour poser la question non pas du êtes-vous consentante, mais est-ce un argument politique? Et donc j'étais restée quand même dans une indécision à la fin du livre volontaire, qui était qu'elle dise je consens, oui. Est-ce que c'est un argument politique? Question politique fondamentale. Là, c'est un peu pareil sur tous les sujets que vous abordez là. Je dirais, je veux travailler sur où il y a continuité. Ça fait 200 ans qu'un certain nombre de personnes ont pensé ça. Là, je citais Mary Wollstonecraft, Charles Fourier, mais Emma Goldman, pareil. Donc, ces grandes figures ont posé la question que je suis en train de poser. Et c'est celle-là qui m'intéresse, disons. Et l'autre question qui pour moi encore une fois, ça peut paraître anecdotique, mais je pense que ça ne l'est pas parce que ça dit beaucoup de la société dans laquelle on vit et de la perversion. Et c'est pour ça que j'ai toujours à l'esprit l'intégrité ou en tout cas l'indignation permanente d'Angela Davis et le lien qu'elle fait entre les combats féministes et les combats contre le capitalisme, etc. Parce que finalement, j'ai la sensation, avec l'exemple dont je vais vous parler, que c'est comme quand on parle du marché qui récupère tout, dès qu'il y a des petites initiatives solidaires, populaires, etc., pour échapper au marché et que ça commence à marcher, le marché les récupère. Et pour la question des femmes, j'ai la sensation que dans nos sociétés développées, c'est la même chose, c'est-à-dire que dès qu'on commence un peu à avancer, finalement, on est récupéré par ce système capitaliste qui fait que de toute façon, au bout du compte, les femmes sont en position d'infériorité, soit subie, soit volontaire, mais en tout cas d'infériorité imposée. Sur la question de la congélation des ovocytes et le fait que ça pour l'instant, c'est pas encore complètement à la mode, mais ça le devient, notamment dans les entreprises les plus à la mode, les plus modernes, nous dit-on. Eh bien, on incite les femmes à d'abord avancer dans leur carrière professionnelle, donc congeler des ovocytes quand elles ont 23-25 ans, et puis peut-être quand elles auront 45-48 ans, faire un enfant. Et moi, je me dis que et alors on me dit c'est du progrès. Parce que ce sont elles qui décident quand elles vont avoir un enfant et puis elles font passer leur carrière avant et tout. Et moi je me dis c'est d'une perversité totale. Parce que d'abord c'est considéré qu'il n'y a que les femmes qui élèvent les enfants et pas les hommes. Et donc ça ne peut avoir d'impact que sur la carrière de la femme. Et ensuite c'est forcément faire porter sur elles un fardeau et la culpabilité. Alors l'histoire est impure. L'histoire est impure. C'est-à-dire que nous soyons devenus des sujets citoyens, sujets professionnels, sujets femmes-auteurs, ce qui n'a pas toujours été possible, etc. Très bien, mais ce n'est pas parce que nous sommes devenus des sujets que nous avons cessé d'être des objets. Des objets d'échange, et même le lieu de l'échange. Et c'est ce que j'avais analysé à propos du Burkini de l'été dernier. C'est-à-dire que si on veut faire de la pureté, c'est qu'on continue à laisser les femmes en dehors de l'histoire. Donc si nous sommes dans l'histoire, il y a de l'impureté de l'histoire, mais plus encore, c'est pas parce que nous aurons fait tout ce travail qui maintenant est séculaire, de conquête d'une position de sujet, en art par exemple, dont je m'occupe pas mal en ce moment, c'est très très clair, que nous cesserons d'être des objets d'échange et que nous cesserons d'être l'endroit où quelque chose s'échange d'autres que nous. Ce qui se passe à propos... On parle d'instrumentalisation, par exemple, quand on parle du foulard au burkini, à tort. C'est pas l'instrumentalisation, c'est un lieu de l'échange, un moyen d'échange. Instrumentalisation, c'est comme s'il y avait un bon objet et puis un mauvais objet. Non, l'objet de toute façon est mauvais. Sauf que nous on est dedans, on est dans la nasse. Donc comment on se comporte? Il y a toujours... moi, je m'en étais rendu compte il y a très 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 longtemps à propos d'une mobilisation contre la lapidation de femmes, je crois que c'est dans le Nord Niger.
Et nous étions tous en train de signer des pétitions. Et puis, il y avait un journaliste du Monde qui, en première page du Monde, avait dit « Qu'elles sont des imbéciles, ces féministes. Elles signent ça, elles n'ont pas compris. C'est un problème qui se passe entre la capitale et les provinces lointaines. C'est donc une histoire interne à la nation, la question de la lapidation. Et c'est pas du tout... » Et je m'étais dit, ben voilà, j'ai compris, en fait. c'est les deux choses en même temps. C'est-à-dire que, bien sûr, je vais continuer à signer Bien contre sûr. la lapidation, mais merci de m'avoir donné une explication supplémentaire. Mais lui, il nous tensait ou il nous faisait la leçon parce qu'on n'avait rien compris. Mais moi, j'avais tout à fait compris que je pouvais à la fois résister, enfin, ou soutenir cette résistance contre la lapidation, et en même temps faire une analyse politique de ce que ça voulait dire entre le nord du pays et la capitale. Donc c'est ça le lieu de l'échange, c'est que nous servons toujours à autre chose qu'à nous-mêmes. Et ça, c'est un peu un vertige politique et philosophique, hein, c'est Mais clair. est-ce que les femmes s'en rendent compte de cela, qu'elles servent à autre chose qu'elles-mêmes? Non, mais si on leur dit, tout de suite, on a l'impression qu'on me comprend. J'ai l'impression qu'on me comprend très très vite quand je dis ça. Donc peut-être qu'elles ne se rendent pas compte, mais en tout cas, ça leur parle. D'accord, donc bouteille à moitié pleine. Non, j'ai pas de bouteille, moi. J'ai pas de bouteille, on se tient debout et on sait qu'on a le vertige. Je préfère cette image. On va terminer sur ça alors. Merci beaucoup.